Ouais, ça fonctionne. Merci beaucoup, Fanny, d'être là. Ça nous fait très, 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 très plaisir. Moi aussi. Bon. Bon, on va commencer par une question un peu simple, et puis après, on va aller vers des zones de détail, tout ça. Poser des questions qui ne nous ont pas encore été posées, ce genre de choses. Donc, parce que quand on revoit le film, ce que je vous incite fortement, on comprend des tas de choses qu'on n'avait pas forcément saisies avant, des tas de détails. On a comme idée qu'un des grands plaisirs du film, de réalisateur, je pense, mais de spectateur aussi, ce sont les jeux de reflets internes. Alors, comme j'en ai vu quelques-uns... C'est une obsession. C'est une obsession, oui. Ouais. Parce que déjà, dans d'autres films, j'avais traité le reflet. Ouais. Comme si, en se reflétant dans quelque chose, on se voyait faisant partie de ça, ou un peu comme dans la psychanalyse, en se regardant, on se voyait. Oui, parce que là, donc, il y a et le reflet par le biais de cette œuvre monumentale, supposée célébrer définitivement la voix de Staline. Il y a le reflet qu'offre la psychanalyse qui est effectivement donné comme ça. D'ailleurs, l'extrait d'Aristote raconte ça, le reflet dans l'eau, qui d'ailleurs donne lieu à un reflet à l'intérieur du film, puisqu'il y a cette scène près de la piscine où on se regarde dans l'eau et on évoque cette métaphore, cette nécessité de trouver des miroirs qui vont nous montrer si on est digne de ce qu'on devrait être, quelque chose de cet ordre-là. Et puis après, il y a des tas d'autres reflets. Je ne vais pas commencer tout de suite, parce que sinon on peut en parler 18 minutes, mais ça va paraître quand même tout petit au tout départ. Non, on va commencer plus sobrement par raconter la rencontre avec ce livre-là. Et puis ça nous permettra d'aller ensuite vers les choses que vous inventez vous, comment vous êtes libéré du livre d'une certaine façon. Le livre, je l'ai rencontré par hasard en errant dans une bibliothèque, dans une librairie. Et j'ai toujours été très passionnée par l'histoire russe, et l'histoire et sa culture. Depuis toute jeune. Pourquoi? On ne sait pas les raisons pour lesquelles on va vers les choses sont obscures. Et puis je suis tombée sur ce livre et je l'ai lu. Et en même temps, je cherchais, après avoir tourné le dernier film où Gérard Depardieu avait un petit rôle dans mon film Cadence obstinée, et je m'étais dit quelle joie d'avoir comme acteur Gérard sur un plateau. Alors je cherchais un rôle pour lui. Et tout d'un coup, il y a eu la concordance entre cette histoire et un personnage comme Staline, qui était un rôle démesuré pour un homme comme Gérard. Et après, j'ai eu la rencontre avec l'écrivain Jean-Daniel Balthazar, qui était un homme libre, intelligent, charmant, qui m'a laissé assez libre d'adapter ce roman. Donc je me suis servi surtout du roman. Pourquoi? Parce que je savais que je n'aurais pas beaucoup de moyens pour faire mon film. Donc ce roman permettait unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Donc déjà, je me trouvais dans un film intimiste, comme un huis clos, très peu de personnages, des figurants, mais qui étaient traités comme un groupe identique. Les costumes, enfin, vous voyez, tout m'a permis. C'est pour ça que souvent on me dit que mon film a un côté opératique, mais je le revendique. Parce que c'est les personnalités qui m'intéressent et ce huis clos. Oui, et du coup la démesure aussi. C'est aussi pour ça qu'on pense à l'opéra. Enfin, d'abord, la musique qui joue un grand rôle, on en parlera, mais aussi parce qu'il y a quelque chose d'outrancier. Absolument, aussi déjà. Bien chez les personnages principaux qu'effectivement dans le traitement des groupes. Absolument. Les groupes, je voulais traiter comme... puisque, en fait, on me demandait qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cette histoire. Pour moi, j'ai voulu traiter comme une fable. Comme une fable sur le pouvoir et sur la peur. Comment la peur nous transforme. Comment elle nous enlève ce qui est notre individualité, notre identité. C'est pour ça que tout ce qui pourrait former la société dans ce château, ce sont les gardes armés, les femmes de chambre, les cuisinières. Et je les ai toujours fait agir en groupe. Et que pour moi, une des scènes fondatrices, c'est justement une scène cruelle. C'est quand il y a la petite gouvernante qui pèse la main de Staline et qui l'arrête, un peu comme ça, bonhomme, en disant quoi, on va croire que tu me traites comme un pape, et qu'elle tombe par terre. Personne ne bouge. Et dès que Staline rit, tout le monde rit. Donc c'était comme si pour ouvrir le ton,
c'était que la peur, on dit que la victime suscite le bourreau. Et bien que la peur, le pouvoir de quelqu'un, c'est déjà parce qu'on l'a accepté. Et donc après, comme vous dites, les personnages outranciers, j'avais choisi Staline. Pourquoi? Parce qu'il a... Tout le monde, dans la mémoire collective, connaît Staline, sait ce qu'il est, sans connaître tous les détails de sa carrière, de sa vie, de ses monstruosités, de ses échecs, de ses succès. Tout le monde sait que c'est le vainqueur de la guerre de 40, peut-être. Tout le monde sait les exactions en Ukraine. Tout le monde sait les milliers de morts pendant la terreur rouge. Donc, c'est un personnage un peu comme Barbe Bleue dans l'imaginaire collectif. Donc Gérard, déjà, incarner ce personnage, c'est comme une mise en abîme. Gérard porte aussi à travers lui quelque chose de personnage shakespearien. Ensuite, le personnage joué par Emmanuel Seigné jouait ce personnage qui pouvait être celui qui était le seul qui se rédemptait. Celui qui avait d'abord dit oui. Peut-être cette femme qui était prise par l'utopie communiste auquel beaucoup de gens ont cru. D'ailleurs, il fallait y croire. Il fallait y croire. Et puis, je peux croire que dans les années, ça a dû être exaltant, la révolution bolchevique. C'était un rêve fou, après qui s'est dévoyé. Et puis le peintre, qui pour moi est le anti-héros. Celui qui pourrait être, dans lequel on peut tous s'identifier. Qu'est-ce qu'on ferait pour réussir à caser sa camelote? Qu'est-ce qu'on ferait pour réussir à gravir un échelon? C'était comme... voilà, et ces trois personnages vont se retrouver justement en ce... Il n'y a pas de morale, comment dire. Moi, je n'ai pas cherché à faire un documentaire. Ce n'est pas la réalité qui m'intéressait. C'était la vérité des gens. Et la vérité, elle est toujours contradictoire. Elle est toujours mouvante. Et elle peut être servie par l'artifice, puisque ça nous renvoie à cette logique d'opéra, de conte, de fable. Effectivement, les gens ont réagi parce que l'esthétique initiale et de clôture du film fait effectivement penser au château de Barbe Bleue ou à des univers comme ça. Et des gargouilles qui sortent. Oui. C'est peu russe pour le coup, là. Oui, j'ai cherché longtemps. Vous voyez, souvent le cinéma, c'est un mélange d'échecs et de réussites. Dans le repérage des lieux, j'ai cherché beaucoup. Je suis même allée en Géorgie. Où ça se passait dans le livre. Oui. Et puis, j'ai pas trouvé. Et tout d'un coup, en étant dans un petit village dans le nord du Portugal, j'ai trouvé une petite ville qui s'appelait Busaco. Et là, en voyant le château, je me suis dit, voilà, ce château, en effet, avec des créneaux un peu comme du temps du Moyen-Âge, les châteaux forts, les salamandres, ces grandes pièces, ces tours. Et puis je me suis dit, ben voilà. Et que après, pour moi, l'histoire s'ouvrait comme un livre qu'on ouvre, les grilles s'ouvrent, et quand l'histoire est finie d'être racontée, les grilles se referment. Le livre de Conan, un peu. Oui. Un truc comme ça. Oui. Non, ce qui est plus mystérieux, mais c'est une question impossible. Je la pose. Oui. Non, c'est qu'est-ce qui fait que ce sujet vous est aussi intime, cette corruption du pouvoir? En quoi ça vous parle de façon intime à vous? Plus que le pouvoir, c'est comment on résiste au pouvoir. Comment rester indemne face au pouvoir. Et bon, c'est vrai que j'ai dédié mon film à ce poète Ossip Mandelstam, qui représente le poète absolu et qui a préféré la dignité à la vie, qu'il a payé de sa mort, mais qui reste à tout jamais vivant. Donc, face au tyran, il y a le poète qui dit non. Donc, si vous me demandez, je crois que de tout temps, j'ai toujours été très attirée par celui qui résiste, par celui qui, comme une flamme pure, qui paye comptant. Mort au Goulag, près de Vladivostok, à 47 ans. Il y a cette question sur pourquoi ça vous touche vous, elle est aussi au fait que vous apparaissez dans le film, vocalement, puisque c'est vous qui prononcez la phrase presque magique, j'allais dire, oui, qu'on prononce devant le faux miroir, qui revient plusieurs fois, qui rythme le film. Il s'est trouvé, après, que j'aimais beaucoup cette phrase, que j'avais retravaillée, restructurée, que... À partir de Chrétien 3. Oui. Et que
ça a été les aléas aussi de la production. Quand je me suis trouvée devant ma table de montage, pas d'argent, pas beaucoup de moyens, donc j'ai dit, bah, je vais Vous la n'avez faire. pas eu l'argent de payer quelqu'un pour faire une phrase de 12 mots, oui, bien sûr, on va vous croire, oui. Non, mais parce Vous allez à que... la production. Non, mais parce que, après tout, moi, je suis une actrice. Oui, Donc, tout d'un coup, comme je croyais à cette phrase, je pouvais la revendiquer. Et je me suis dit, ben, je vais la dire. oui, sauf qu'elle n'est pas dans la bouche de n'importe quel personnage, parce qu'on devine qui l'a prononcée et pourquoi elle résonne. Oui, Elle est probablement émise par Tatiana, oui. qui n'est pas n'importe quoi dans ce récit, qui est la vraie artiste, C'est la vraie résistance. la vraie résistante, oui. Celle qui a l'idée, qui finalement est volée Voilà. par l'imposteur, quand même. Oui. Même si Et que même dans le courage est salué par Staline en disant elle avait des couilles, cette fille. Et que donc c'est comme un portrait en creux. Comme c'est pour ça aussi on voit sa figure en noir et blanc, on voit en dessin comme quelque chose qui reste éternel de tous les temps, alors que le film est en couleur, alors qu'elle, elle reste comme une effigie de celle qui a dit non et qui a payé de sa vie le fait qu'elle disait non. Et c'est pour ça que Emmanuelle Seigné, dans le rôle de Lydia, elle voit qu'elle est déjà un peu passée elle a plus toutes les grâces de Staline, donc petit à petit, mais quand elle finira par dire non, c'est pour ça que je trouve qu'elle a très bien joué, c'est que quand Staline lui dit non, dire non à Staline, ça veut dire quelque chose. Et dire non à certains pouvoirs, vous allez me dire qu'on ne subit plus ce genre de pouvoir maintenant? Je ne suis pas sûre qu'il y a un pouvoir de vie ou de mort, mais je sais quand même qu'on subit tous les pouvoirs. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la hiérarchie. Alors, c'est pour ça que le pouvoir est toujours associé pour moi à la peur. Est-ce qu'on va avoir peur de déplaire? Est-ce qu'on va avoir peur de perdre son poste? Est-ce qu'on va avoir peur d'être d'un autre avis? Est-ce qu'on va avoir peur d'écrire telle histoire parce qu'on ne va pas être produit? Vous voyez, il y a toujours un moment donné, c'est comme le pacte avec Faust, parce que je vais... Ça m'a toujours... Bon, c'est vrai que j'ai du mal avec l'autorité, j'ai du mal avec le pouvoir. Mais c'est quoi pour vous l'autorité, par exemple? C'est pour ça que j'interrogeais aussi sur votre lien intime à cette histoire. Qu'est-ce qui peut faire autorité sur Fanny Ardant? Non, beaucoup de choses. Quelqu'un qui dit non. Pourquoi? Parce que non. Et puis, par exemple, curieusement, avec l'autorité, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu un père qui a été... Si, non, mais j'ai compris que pour moi, l'autorité devait être appliquée avec bienveillance et intelligence. Ce que faisait votre père. Oui. À partir du moment où une autorité, comme celle du professeur, comme celle du flic, comme celle du magistrat, enfin toutes les autorités qui peuvent vous faire voir le jour ou voir la nuit, si elles étaient appliquées avec intelligence et bienveillance, je pourrais les accepter facilement. Comme si on vous traite comme un être humain. Et dès que quelque chose est péremptoire, ou c'est comme ça, vous n'avez pas à discuter, alors il y a quelque chose qui me gêne. Et que la peur, pour moi, toute jeune, je crois que c'est notre pire ennemi, la peur. Il le dit, Staline, il fait dire ça. Que, bien sûr, qu'il ne sait pas bien d'avoir peur. Mais qu'en même temps, ne pas avoir peur, c'est pas complètement intelligent. Donc vous voyez, cette espèce de flirt et de ami-ennemi par rapport à la peur qui envahit forcément toutes nos vies à un moment donné, ou pas. Mais pas forcément de la peur d'un couteau derrière le dos. Les peurs subtiles, la peur de vivre, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, qui, d'une certaine façon, subtilement, vous enlève ce qui était à vous propre, et que personne d'autre aurait, si ce n'est vous. Lina Glenab. Exactement. Alors, elle meurt parce qu'elle dit non. Oui. Donc elle résiste.
ostensiblement, et on voit bien le cheminement qui la conduit bien. Mais d'une certaine façon, elle meurt aussi parce qu'elle dit oui, parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'ose pas refuser, c'est de jouer le rôle de Freud, c'est d'être celle qui va entendre ses rêves. Oui. D'ailleurs, la mise en scène le dit assez clairement, puisque à ce moment-là, on va brûler l'image du divan de Freud, et en arrière-plan, il y a le visage de la maîtresse, qui elle-même a l'air de se consumer, comme si à un instant précis où elle disait « pas non », elle était déjà vouée à être détruite. Ah, vous avez vu ça? Ouais, j'ai vu ça. Ah. Et j'en ai d'autres. C'est vrai. C'est que, parce que Staline, pervers, comme tous les gens qui ont un pouvoir absolu, c'est très bien que quand il convoque sa maîtresse pour jouer ce rôle, ce jeu, c'est un jeu du chat et de la souris. Elle a signé son arrêt de mort. D'une part, parce que rentrer dans les secrets de Staline, avoir part sur son monde intérieur, sur ses fantasmes, sur ses faiblesses, sur ses vulnérabilités, c'est, entre guillemets, impardonnable. Alors il joue avec elle, parce que quand il lui dit « mais t'as peur d'entendre mes rêves ?» Et elle prétend ne pas avoir peur quand elle dit « les rêves des autres ne me font pas peur ». Et là, moi, c'est un jeu. Mais ils sont trop intelligents tous les deux pour pas savoir qu'ils sont sur les fils. Tire un peu trop fort, tu vas tomber. Et je suis consciente, parce que je n'ai pas de formation de psychanalyste, d'avoir un peu fait ces scènes, un peu comme on pourrait dire la clé des songes. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est que tout d'un coup, Staline puisse parler. Le premier rêve, c'est sur son enfance. Le deuxième rêve, ça a été sur un des grands traumatismes de sa vie, parce que c'est vrai que sa femme s'est suicidée. Et pendant des années, on a fait croire qu'elle était morte de maladie. Et que le troisième rêve, il l'invente. Et qu'elle, elle est assez intelligente pour voir qu'il fait allusion à l'ange bleu. Voilà. Il est assez malin pour faire comme si... Et moi, je suis sûre que les vrais psychanalystes, je n'ai pas cette formation, mais ils doivent s'apercevoir qu'on ment. Ou qu'on raconte un truc pour se faire mousser devant lui, ou pour être très intéressant, ou pour être Jacques l'Éventreur, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vrai qu'elle accepte un rôle qui est comme Chronique d'une mort annoncée. Et j'en fais une petite dernière, puis après on va passer la parole à la salle. La psychanalyse sert du coup à renvoyer le reflet de Staline. On vient d'évoquer son enfance, le traumatisme représenté par la mort de sa femme, et c'est cette scène inventée à partir de cet autre reflet qu'est l'ange bleu. Autre reflet parce que pour ceux qui n'auraient pas vu l'ange bleu, d'abord c'est pas bien, deux, il faut le voir. Et du coup, il y a un jeu de reflets très littéral entre Gérard Depardieu et Émile Jannings sur l'écran, y compris par la conjonction des deux corps, c'est très beau, puisque c'est une figure d'autorité, Émile Jannings, qui est professeur et qui du coup est supposé avoir un rapport d'autorité avec ses élèves, qui tout à coup va, sous prétexte de leur faire la morale et de leur expliquer qu'il ne faut pas fréquenter un cabaret, tomber amoureux de Lola Lola, alias Marlène Dietrich, et qui, elle lui-même, va se rendre compte qu'elle est attachée à un artiste, comme ce que fantasme ici Staline dans le rapport au jeune peintre, ce qui va le conduire à cette espèce d'anéantissement qu'on voit dans cette séquence où il est totalement humilié et où sans doute Staline se reconnaît sous les traits d'Émile Jannings. Donc il y a un vrai jeu là aussi de reflet qui permet de montrer la façon dont Staline se projette et où du coup la façon dont l'extrait qui était un des grands classiques du cinéma, effectivement volé par les soviétiques, on imagine, à l'armée allemande vaincue, devient une espèce de reflet insupportable de son propre devenir. C'est ça l'idée de cette séquence? Oui, absolument, parce que je voulais aussi montrer que dans la toute-puissance de Staline, il était rattrapé presque par les défauts des pièces de Courteline et de Feydeau. C'était tout d'un coup le mari trompé et cocufié par le jeune amant beau et la première photo, il est torse nu, oui, tout ça, on fait remarquer. Il referme le dossier parce que l'autre a eu un beau gosse. Ça l'exaspère parce qu'il sait bien. Donc c'était aussi, et quand il observe dans les jumelles, c'est pas tellement qu'il observe Lydia avec lui qui sont en train de roucouler, mais c'est qu'il soit vu par un autre, le garde. Donc ça veut dire c'est l'humiliation sociale. On a vu que la maîtresse de Staline faisait l'intéressante avec ce jeune homme. Donc il est rattrapé par des sentiments les plus banals du mari trompé dans toutes les comédies de vaudeville. Donc il y a ça aussi qui l'humilie.
c'est de la période, les dernières années de Staline vieillissant. Il n'a plus l'aura de ce qu'il a été dans sa jeunesse georgienne et tout. Donc c'est aussi pour montrer, voilà, il s'est regardé, et qu'est-ce qu'il est? Un homme vieillissant, objet du ridicule. Et en même temps, parce que pour moi j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui avait dit ça, que le cinéma c'était comme un... Est-ce que c'est Lacan, je ne sais pas, mais qui avait dit que le cinéma c'est comme un rêve éveillé. Donc, déjà regarder un film, c'est comme une mise en abîme. Nous regardions ce film de lui qui regardait ce film, vous voyez? Et c'est vrai que le cinéma, enfin moi je l'observe toujours comme ça, comme spectateur, c'est de nature hypnotique le cinéma. Vous vous ennuyez rarement au cinéma, alors qu'on peut s'ennuyer au théâtre. Parce que le théâtre, on est plus actif, c'est le verbe qui vous parle. Parce que là, quelque part, on est entraîné dans des univers qu'on n'arrive pas à décoder tout de suite, comme dans la psychanalyse, je crois. C'est pour ça qu'on dit que le cinéma est d'ordre hypnotique. C'est qu'on suit une histoire, on s'accroche à des lambeaux, et pourquoi ces lambeaux plus que d'autres, c'est en fonction de l'histoire de chacun. D'autant que le film travaille ça, puisque par exemple la mort de la femme nous est annoncée par des tas de détails avant qu'on comprenne et qu'on nous explique que, sans doute, le traumatisme de Staline, c'est ce décès par suicide et non pas par accident, comme la légende produite par lui a voulu le dire. Parenthèse, le jeu de reflet, il est quand même poussé très très loin, parce que sur l'extrait de l'Ange bleu, on le voit en train de se servir un thé, ce qu'on a vu pour Gérard Depardieu Staline avant, et on le voit en train de dialoguer avec l'oiseau en sifflant, ce qu'on a vu dans une très belle scène où il dialogue avec les oiseaux à l'extérieur, sauf que pour le coup, l'oiseau finit mort dans la main du héros de l'Ange bleu, dans un jeu d'identification entre les hommes et les oiseaux, que préfigurait par ailleurs le premier abord de la psychanalyse, puisque le premier rêve, c'était être en haut d'un arbre sur lequel il y avait un oiseau, et la première chose que lui dit son auditrice, c'est « tu te vois dans l'oiseau ». Donc tu te vois dans l'oiseau qui finit mort, en fait. Ce qui est quand même une des façons, sans doute, de montrer que dans l'ensemble du film, il y a une espèce de condamnation spiralaire, en fait. C'est-à-dire que personne ne peut sortir indemne de ce château maudit. C'est pour ça que quand je vous disais il n'y a pas de morale, c'est parce que c'est comme... J'ai voulu plus raconter une tragédie. Et que c'est pour ça que le vers de Mandelstam est derrière. Je vois devant moi un brouillard épais et derrière moi une cage vide. Enfin, il y a quelque chose existentiel, tu vois, que c'est pour ça que la petite flamme que représente chacun, il ne faut absolument pas qu'elle s'éteigne, parce que sinon tout est vain. Et que vous qui connaissez si bien le cinéma, je me souviens toujours de cette scène de Tarkovsky, où on voit un long plan qui pourrait paraître, où un homme marche en essayant de ne pas éteindre sa bougie. Alors peut-être que pour des Occidentaux, je me disais, c'est quoi ce plan? Et je suis sûre que pour les Soviétiques, waouh, ça voulait dire quelque chose. Allez, on va parler à d'autres âmes qui ne se sont pas éteintes. À vous, qui veut poser la première question ou avoir la première réaction. Bonsoir. Bonsoir. Bien près de la bouche. Oui, je voulais savoir quelle avait été la réaction de Depardieu lorsque vous lui avez proposé ce rôle, d'incarner ce personnage. Il a tout de suite dit oui, parce que je lui ai dit, ça ne te fait pas peur de jouer un monstre, quelqu'un de si discutable? Il a dit non. Et je savais que, parce que je lui disais, ce n'est pas la réalité historique qui m'intéresse. Il y a tellement de documents, il y a tellement d'archives, que si on veut savoir qui est vraiment Staline, on peut le savoir. Tandis que là, je lui ai dit, j'en ferai un personnage, voilà, de tragédie, un personnage shakespearien. Et je savais qu'il le ferait magnifiquement, et qu'il n'a pas eu peur. Et je disais, bon, ça va être l'archétype. Tout le monde sait que Staline avait une sorte de vareuse militaire, des bottes, une grosse moustache et des cheveux en arrière, mais qui ne lui ressemble pas, on s'en fichait. Et je me rappelle que je disais deux choses. Staline parlait avec une voix douce, curieusement, et avait toujours un demi-sourire. Vous savez, comme Félix le chat.
Une autre question ou réaction? Bonsoir. Je voulais savoir comment Fanny Ardant, maître de jeu, impose son autorité sur l'équipe, après tout ce qui a été dit concernant le pouvoir. Avec un sourire à la Félix le chat. Ça, c'est du miroir. Bon, je sais que d'être sur un plateau et de diriger un film, c'est un privilège. Donc, j'ai une joie d'être sur ce plateau et en même temps une grande impatience, parce que je sais que j'ai jamais beaucoup de temps pour tout ce que je voudrais faire. Donc, je suis assez autoritaire. Mais en même temps, comme moi-même, je suis une actrice. Et chaque fois que j'ai eu affaire à des metteurs en scène comme ça, violents, ou qui cherchaient quelque chose, ça ne m'impressionnait pas. Parce que je voyais qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Que je ne me sentais jamais insultée. Oui, j'étais impatiente, mais je n'ai jamais insulté quand même. Et je me dis que tout a été fait, tout a été dit, tout a été regardé. Et qu'un film, c'est une nouvelle façon de, vous voyez, certains détails, certains timings, certains... Donc, j'avais dit aux acteurs, il faut savoir votre texte au rasoir, parce qu'on aura très peu de temps. On va pas pouvoir recommencer à cause de la mémoire. Un peu comme au théâtre, vous voyez. Ou au théâtre, ce qu'il y a de magnifique, c'est que le soir, quand vous avez fini, vous vous rendez compte de tout ce qui n'a pas été, alors vous vous dites demain, je ferai mieux. Et puis le lendemain, vous dites demain. Et pour moi, les prises au cinéma, c'est comme ça. C'est pas parce que la première, vous êtes mauvais, c'est qu'on va chercher dans la deuxième, comme, vous savez, comme sur une partition de musique. Donc c'était ça que j'imposais. Que je savais exactement ce que je voulais. Mais qu'en même temps, comme la vie a plus d'imagination que nous, je trouvais que la personnalité des acteurs, chacun, Emmanuel Seigné, Paul Ami, François Chateau, Xavier Bali et Gérard Depardieu, m'ont apporté ce que eux seuls pouvaient m'apporter. Que eux, jouant ces rôles, c'était définitif. Ils donnaient à ce rôle ce qu'ils étaient vraiment. Parce que moi, je dis toujours qu'un acteur, il s'avance masqué, mais il n'est que ce qu'il est. Et donc, par exemple, Emmanuel Seigné m'a beaucoup, beaucoup touchée. Parce que c'était une âme disponible. Elle avait ce côté femme fatale et en même temps quelque chose d'enfantin. Et c'est ce que je cherchais pour Lydia. Donc, c'est vrai que l'autorité, j'ai essayé qu'elle soit bienveillante. Et quand on le dit avec un genou levé, ça passe toujours mieux. On peut avoir une autorité nerveuse, mais bienveillante. Demandez ça à la police. Merci beaucoup. Cela dit, ce qui est assez beau aussi dans le film, c'est que, par rapport au personnage interprété par Emmanuel Seigné, c'est que plus le film avance et plus elle devient en fait le personnage principal du film. Oui. Y compris parce que le personnage de Depardieu, d'une certaine façon, a ce handicap par rapport à un personnage classique qui est de se dévoiler très très vite. Parce que par exemple, il lâche le Nadia dans la scène où il force les gens à chanter et danser très tôt, Oui. Ce qui permet ensuite de faire des résonances avec le deuxième rêve, tout ça. Mais du coup, sa fragilité, d'une certaine façon, et c'est une surprise, est très visible tout de suite, avant même qu'on ne fasse les liens qui nous la donnent à comprendre. Alors que dans le personnage d'Emmanuel Seigné, il y a vraiment une évolution du personnage. Il y a vraiment une façon de montrer qu'elle ne peut plus faire autrement. Parce que c'était pour moi le seul personnage qui avait un arc, et c'est le seul personnage qui serait dompté. Donc il fallait qu'elle apparaisse comme ça, en chemise de nuit, comme une sorte de geisha, un peu comme ça, disant oui. Puis petit à petit, tout ce qu'elle disait à Paul Ami. Et après, on voit... C'est elle qui est... Et quand elle part, emmenée par les gardes de Chaume, je voulais aussi qu'elle ne porte pas de jugement. Qu'elle ne porte pas de jugement quand elle voit Danilov qui part avec sa valise, qui va rejoindre Staline. Parce que cette époque, les grandes âmes, justement, savaient combien c'était difficile de survivre. C'est que maintenant, peut-être dans nos salons bien chauffés de l'Occident,
qu'on peut donner des notes en disant c'était un salaud. C'est compliqué de survivre à une époque comme ça. Or, Lydia, pour moi, c'est celle qui a survécu et qui tout d'un coup dit pas plus loin. J'avais une autre question, vous me dites si je vais trop loin. Non, jamais. Non, mais enfin, dans l'interprétation, c'est qu'au début, quand Staline arrive, il y a le banquet et il voit des bananes pas mûres. Et donc il jette les bananes dedans. Dans une autre scène, je crois que c'est la scène où il mange tout seul, on voit des bananes mûres cette fois-ci. Et dans une autre scène où le peintre est en train d'être interrogé, il y a des bananes pourries. Oui, voilà, c'est trop mûr. Est-ce que je vais trop loin? Non, c'est le sujet du film, la maturation de la banane. Vous voyez ma première question, je l'ai oubliée tout à l'heure, je suis curieux. Non, c'est vrai que les bananes, elles forment comme un fil conducteur. Parce que les bananes, au départ, qui provoquent cette colère et qui dit à son garde, le général Vlasic, le plus haut en grade, vous êtes un incapable, vous êtes un crétin, vous ne savez pas distinguer une banane mûre d'une banane verte. Donc c'est un objet d'humiliation pour Vlasic, qu'on va retrouver plus tard en train. Donc il y a un petit clin d'œil où au petit déjeuner de Staline, j'ai mis des bananes d'un air de dire qu'il les regarde, parce qu'il a la rancune tenace. Alors c'est des bananes pourries ou des bananes vertes, où il y a un petit regard, et c'est bien que vous l'ayez vu, parce que c'était juste pour moi en disant, il a l'œil sur tout, Staline, il voit tout, il comprend tout, il sait tout, et qu'après, c'est un objet d'humiliation pour Vlasic qu'il garde comme étant, il a senti le froid de la lame passer sur son cou, parce que vous vous rappelez, quand il l'insulte, il est comme un enfant penaud qui dit rien. Et puis après, quand il interroge Danilov, il est arrogant, il est humiliant, mais les bananes rappellent qu'il a été l'objet d'humiliation. Et puis il les lègue à Danilov, qui croit que c'est un cadeau. Puis tout d'un coup, Danilov passe trop près des chiens qui se mettent à courir. Il a peur. Alors tous les gardes armés se moquent de lui. Cruel. Parce qu'en effet, quand vous voyez une meute de chiens, alors que l'on n'a jamais pensé que des chiens aimaient les bananes. Et donc, c'est toujours ce petit fil conducteur qui... On est toujours le bouffon de quelqu'un. On est toujours l'humilié de quelqu'un. Et je pense qu'un homme comme Staline a pu survivre aussi longtemps parce que la société l'a permis. Personne sait... Tu vois, si Vlasic avait dit, mais non, c'est pas moi qui m'occupe des bananes, personne ne se défend. Tout le monde accepte. Et voilà. J'ajoute deux choses. C'est que c'est d'autant plus humiliant qu'il vient d'être très clément avec la jeune femme qui a fait tomber son plateau. Oui. Donc il y a aussi cette espèce de jeu de renversement. On pourrait penser qu'il va être plus humiliant avec la subordonnée, avec celle qui sert, etc. Et que par ailleurs, ce pourrissement de la banane, il résonne aussi avec la façon dont il traite un autre végétal, qui sont les fleurs dans le jardin. Oui. Avec, et où là, tout à coup, ça devient quand même une espèce de métaphore générale de l'existence pour lui sur le pourrissement. Oui, parce que d'un air de dire, les purges, ils pensent qu'il faut toujours récurer, c'est pour avoir la révolution les lendemains qui chantent, et il illumine tout le monde. Il dit, on croit que c'est fini, ben non, il faut encore purifier. Et puis, il a comme excuse, mais il faut croire au futur. Il faut croire. Et il y a aussi la colère des bananes, elle a été suscitée parce que juste avant, ce pauvre Vlasic lui a présenté en disant « beau gosse hein ». Et que lui, il est rancunier, Staline. On a parlé d'un autre homme que lui, mais avec des muscles et tout. Et donc, quand il lui renverse son dossier, vous savez, comme tu vois, ces gens de mauvaise humeur, il mange une banane, manque de peau, elle n'est pas mûre, et toute la colère qu'il aurait voulu lui balancer en disant de quoi tu me parles avec ce type, moi, en claquement de doigts, je l'élimine. Donc il y a aussi ce côté mesquin du pouvoir, qui dès qu'il n'est pas honoré, et quand on dit vous êtes le plus beau, le plus successful, tout ça, il y avait ça aussi que je voulais montrer, qu'il y avait la petitesse du pouvoir. Je vois très très bien. Je vais faire une allusion, personne n'enregistre, tout va bien. J'ai revu il n'y a pas longtemps Haute Surveillance de Jean Genet. Il y a un personnage prisonnier qui raconte ça, que j'ai mis immédiatement dans la bouche de Dominique Volet. Pardon. Qui est je crois qu'il ne me pardonnera jamais d'avoir vu
L'homme que j'étais, ou quelque chose de cet ordre-là, qui m'a fait penser au film, pour le coup, sur le tort qu'on peut avoir à devenir le miroir de l'autre, et du coup à lui montrer son mauvais visage, quoi. Comme ça. Fin de la digression. Quelqu'un a une autre question? Oui, allez-y. Je trouve que vous avez fait Staline comme un être qui est complètement plein de souffrance et de solitude. Moi, j'ai vu de la souffrance et de la solitude. Certes, il est pervers, il est méchant, mais il a une grande souffrance en lui. Et ça m'a touchée, puisque... Bah, si, le film m'a touchée, mais moi, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Mais c'est vrai. Parce que, par exemple, vous avez eu raison de dire que dès le départ, quand il y a la soirée, et qui force tout le monde à chanter sous l'écho, et le moment d'arrêt, j'ai demandé plusieurs fois à Gérard d'avoir des moments d'absence. Parce que comme tout être humain, même Richard III, même Macbeth, même les gens ils restent des êtres humains, donc terriblement humains, c'est pas parce que c'est pas des saints. Donc la solitude de l'être qui ne peut pas revenir en arrière. Ou tout. Et pour ça que je pense aussi que c'est la grande force de Gérard Depardieu. C'est que, un peu ce qu'avait Orson Welles. Orson Welles pouvait jouer des salopards, vous vous rappelez, dans Le Troisième Homme, et pourtant, ou dans La soif du mal, et pourtant, il dégageait de lui une telle humanité, une telle solitude. C'est pour ça qu'on dit que n'importe quel salaud a droit à un avocat. C'est qu'au fond du fond, on peut entendre quelqu'un, même celui qui a eu la pire des comportements. Et c'est pour ça aussi que quand Gérard, à la fin, quand Staline se regarde dans le miroir, il y a comme un constat. Presque un constat, j'ai raté ma vie. Je suis passé à côté de la vie. Alors qu'on pourrait croire le petit peur des peuples, tout ça. Il y avait aussi ce constat. C'était quoi tout ça? Il a un drôle de réflexe, il se retourne pour regarder derrière lui. Oui. Alors, parce que je me rappelle que c'est ça qui est bien avec Gérard. Dans le scénario, il y avait écrit, il se regarde, et brusquement, il y avait écrit, il se retourne. Et lui, Gérard, il ne m'a pas dit pourquoi. Parce que, vous savez, quelquefois, on peut écrire dans un scénario des choses qui vous échappent. Mais moi, dans ma tête, c'est comme si des fantômes. Quand on se regarde dans la glace, on ne se regarde pas pour voir si, voilà, le rouge à lèvres. Quelquefois, on peut se regarder dans la glace comme si on était surpris par ce qu'on voyait. Et on est d'autant plus surpris quand on ne s'attendait pas à se voir. Or, quand il rentre dans cette remise, il voit d'abord son portrait complètement détruit comme celui d'un monstre. Alors déjà, il y a un truc qui a fait tilt dans sa tête. C'est un monstre. On le représente comme un monstre. Et puis il se regarde. Et puis, est-ce que derrière, très loin, il y a toute la cohorte des innocents qu'il a tués? Ouais. Et que, après, je lui dis, tu regardes, et il n'y a rien. Il n'y a que le brouillard. Et derrière moi, il me dit, ouais, il n'y a rien. Et qu'après, bon, et c'est ça que je trouve que Gérard a fait génialement, parce que d'un seul coup, il est perdu. Et comme vous dites, il est seul. Au passage, puisqu'on a cité Shakespeare la deuxième fois, il est aussi présent d'une certaine façon dans la bande-son, puisqu'il y a Lady Macbeth, qui de surcroît est chantée par La Calas, qui est un personnage qui vous est assez cher. Ouais. C'est bizarre parce que quand j'ai monté mon film, j'ai dit, allez, faisons-nous plaisir. Staline écouterait Calas. Et j'étais persuadée que je ne pourrais pas le mettre dans la bande-son et qu'on dirait non, ça ne va pas avec les droits de... C'est passé. Peut-être que quand Fanny Ardant demande un extrait de La Calas, ça a quelques facilités par rapport à d'autres. Et que j'aimais ce moment, justement, parce que c'est Lady Macbeth qui pousse Macbeth à tuer le roi, à être ambitieux. Donc il y avait comme une sorte de... Qu'est-ce qui a poussé Staline sur cette route invraisemblable? Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur son enfance, sur tout ça, où... Bon, c'est très romanesque, parce que vie très pauvre, et en même temps, il va au séminaire, en même temps, il apprend les langues, il parle latin, grec, il chante avec les curés.
Donc, et puis après, quand il devient jeune, il fait le coup de main pour dérober les banques dans les calèches. Donc, ça n'a pas été un petit secrétaire du Parti communiste derrière son bureau. Alors que quand il arrive dans le Parti communiste, Trotsky, Lénine, ce sont des fils de bourgeois, des gens qui ont eu de l'argent, qui ont vécu dans des familles. Lui, c'est le seul qui a toujours été un... Donc, on se dit, quelle trajectoire! Et c'est pour ça que c'est très russe pour moi, une trajectoire comme ça, parce que quand vous voyez l'idiot, voilà, le côté Prince Mishkin, et puis tout d'un coup Rogojin, quelle est la partie qui va gagner? C'est Rogojin. D'autres questions? Oui, quand vous êtes prononcé sur cet aspect sombre des personnages qui se voient au moment ultime dans une espèce de miroir qui leur révèle leur âme, eh bien moi je crois que ça, c'est une convention théâtrale, dramatique. Je ne suis pas persuadé que les monstres qui ont peuplé le XXe siècle, que ce soit Hitler, Staline, Mao, Franco, aient jamais été bourrelés de rebord, et surtout pas au moment de leur mort. Mais au théâtre, ça marche à tous les coups. Oui, parce que vous savez qu'au théâtre, au cinéma, on aime transfigurer la réalité, et que tout doit être nourriture. Et que, comme je dis, Staline, c'était comme une figure emblématique du pouvoir. Et bien sûr, sûrement, Staline, et encore, on ne le saura jamais. Et vous avez raison. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas eux faisant amende honorable, sûrement pas. Mais que ça, c'est la licence poétique, de permettre à des archétypes presque opératiques d'avoir ces moments de vacillement. Et quand même, quand vous souvenez dans Macbeth, après que Lady Macbeth se suicide ou je ne sais pas quoi, il a peur, il a des pressentiments. Tu sais, quand il voit arriver sa mort, Macbeth. Donc c'est quelque chose qui appartient à la nature humaine, malgré les monstres. Bon. Shakespeare, quand même. Ce que je voulais dire, par rapport à ce que vient de dire la personne sur la réalité d'un dictateur, d'un criminel, et le fait que vous répondiez en disant que vous avez voulu montrer avec le cinéma autre chose qui n'était pas forcément la réalité, etc. Moi, ce que j'ai apprécié dans votre film, justement, c'est le traitement de la peur des uns et des autres, et le fait que le pouvoir écrase, empêche la faculté de pouvoir se regarder soi-même. Le seul qui peut se regarder lui-même, finalement, c'est lui, c'est Staline. Lui, il prend la liberté de en quelque sorte, s'auto-analyser à la volée avec quelqu'un qui prend au hasard et lui dit tiens, voilà, tu t'assois là, prends le livre du charlatan, puis voilà, puis il fait sa petite analyse avec le confort. C'est grotesque, puisque de toute façon, c'est une auto-analyse de cirque. Oui. Et du coup, il continue en se mentant lui-même, puisqu'il se ment à lui-même. À la fin, il le dit, il n'y a que Staline qui peut mentir à Staline. Enfin, oui. Staline ment aussi à Staline. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il est pris lui-même dans son propre piège, puisqu'il n'arrive même plus à toucher sa propre réalité, en fait, du fait de ce qu'il est. Il est prisonnier. Mais ce qui est dramatique, c'est à travers la personne, à travers le personnage de Emmanuelle Seigner, c'est que précisément, c'est la seule qui, peut-être lucide sur elle-même, mais tous les autres personnes arrivent à se regarder. On n'a pas le droit. Il n'y a que lui qui a le droit de s'analyser, de se regarder. Mais les autres ne peuvent même plus se regarder, ne peuvent même pas se regarder parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. C'est pour ça, exactement. Vous avez raison, c'est pour ça que Tatiana, celle qu'on ne voit jamais,
mais que quand elle était la fiancée de Danilov, c'était quoi son rêve? Elle disait justement dans un jardin public, sur une place de ville, dans les gares, un miroir où les gens pourraient se voir, regarder ce qu'ils sont devenus. C'était ça son œuvre poétique, son œuvre picturale. Parce que justement, elle savait que c'est un siècle, cette société qu'on leur faisait vivre, on leur enlevait cette chose qui appartient à l'être humain, de dire où j'en suis, qui suis-je, où vais-je. On les avait réduits à l'état de bétail, hop, ils disparaissaient. On n'avait même pas le droit de demander, mais qui, quoi, qu'est-ce. C'était plus des êtres humains. Et que dès qu'une société totalitaire enlève à l'être humain sa possibilité de dire « Ah non, non, moi je ne vais pas faire ça », ou « Ah mais oui, non », une possibilité de oui, de non, de ne pas avoir peur, alors c'est l'annihilement de l'être humain. C'est pour ça que c'est si dangereux. Et que, bien sûr que l'histoire ne se répète jamais, mais il y a des constantes. Ouais, il y a toujours des constantes. Et que souvent les régimes dictatoriaux sont venus par la peur. On préfère installer quelqu'un, vous savez que très bien, ça a toujours été la liberté contre la sécurité. Donc on commence à animer la peur pour qu'on mette la sécurité en marche, mais au prix de la liberté. Donc il y a toujours... Et ce Staline, pour moi, représentait la force du mal par rapport aux autres à qui on a enlevé ce qui leur restait d'humanité. Et une autre scène qui va dans le même sens, c'est la découverte de la première œuvre du peintre, parce qu'il est en train de se peindre le reflet, Oui. peindre son reflet, donc de produire un autoportrait, quand déboulent des types armés avec des torches qui précisément vont venir troubler ce rapport de soi à soi, quoi. Cette question de l'identité de soi à soi. Et qu'après il l'efface. Parce que pour moi, je pense qu'il devait se dire, qu'est-ce que je fous dans cette remise? Qu'est-ce que je fais à attendre que Staline me reçoive? Enfin, c'est comme si, toujours on en revient à ce fameux pouvoir qui n'est plus le même, mais que quelquefois on doit, dans des antichambres, ou attendre, on doit se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Moi, c'est très, ça me frappe, le rapport de ne pas se perdre. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi quand je fais dire à Emmanuelle Seigné, alors que en fait c'est le point de vue du spectateur, puisque avant elle était avec une vitre, avec un miroir comme ça, et puis tout d'un coup la caméra est devant elle. Moi je me rappelle que le chef opérateur m'avait dit, mais c'est le point de vue de qui? Et j'avais dit, c'est le point de vue du spectateur. C'est-à-dire que quand Emmanuelle Seigné dit, et toi, t'as fait quoi pour perdre ton âme? C'était comme si elle s'adressait à nous. C'est-à-dire que autre temps, autre mœurs, autre tragédie, mais que c'est là une question qui, pour moi, est justement qui est tout en filigrane dans toute la poésie russe et dans toute l'œuvre russe. Est-ce qu'on va perdre ou sauver son âme? C'est toute l'histoire d'une vie. Il y a une autre résistance dans le film, qui n'est pas Tatiana, qui est beaucoup plus en filigrane, et que franchement, là, je n'aurais pas vu, parce que je ne la connaissais pas, sans lire le dossier de presse, et dont je veux bien qu'on dise un mot. Parce qu'elle est très apparente dans le film, et en fait en même temps très discrète si on ne connaît pas son parcours. C'est ce petit disque bleu qui se trouve dans la bibliothèque, qui entre autres, ce derrière quoi fouille la prêtresse, qui fait tomber l'ensemble des disques. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le parcours de cette pianiste et ce pourquoi elle est à ce point inscrite? Oui, là c'était un hommage aussi à cette pianiste qui s'appelait Maria Youdina. C'était une grande pianiste que Staline admirait. Parce que Staline était cultivé. Et un jour, il demande à un de ses gardes-chambres, j'ai entendu Maria Youdina jouer le concerto, je ne sais plus lequel, de Mozart, est-ce que vous pourriez me le donner? On n'ose pas dire à Staline qu'il n'y a pas de disque. Alors on réveille tout le monde, la nuit, les cheveux ébouriffés et tout, et puis Maria Youdina qui joue de minuit à 2h du matin, puis on apporte la langue pendante, le disque à Staline, qui, quelques temps plus tard, envoie de l'argent, je ne sais pas si le prix Lénine, mais enfin, de l'argent à Maria Youdina qui n'avait pas du tout d'argent. Et on raconte qu'elle a répondu à Staline avec une lettre plus ou moins comme ça, « Cher Yossif ». Déjà, c'est comme si on disait « Cher François ». Il vient de dire « Monsieur le Président de la République ». Et là, il disait « Cher Yossif, virgule, je vous remercie pour votre argent.
Je prierai Dieu pour les péchés que vous avez commis envers le peuple russe, et quant à l'argent, je le donnerai aux prêtres qui en ont bien besoin, votre dévouée, Maria Yudina. » Et qu'elle n'a pas été emportée, elle n'a pas été inquiétée, et que la suite raconte que, bon, après Staline est mort, mais qu'elle a été ostracisée, qu'on ne l'a plus jamais demandé même du temps de Khrouchtchev. Tout le monde savait, le monde entier savait que c'était une grande pianiste. Et puis, elle jouait très très rarement. Et puis, elle était très pauvre, alors elle avait un côté hippie avant le temps, et puis elle perdait ses dents parce qu'elle n'avait pas l'argent pour les soins des dents. Et qu'elle faisait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle jouait, et que le public était tellement fanatique qu'il demandait un bis. Et là, elle se levait, et elle disait des poèmes, des poètes dissidents. Mais comme elle me l'articulait mal parce qu'elle avait plus de dents, mais tout le monde comprenait ce qu'elle disait à des sonorités. Et qu'on ne pouvait pas l'inquiéter parce que rien n'avait été dit, mais tout avait été prononcé. Et que moi, cette femme, c'est pour ça aussi que quand j'ai vu une photo d'elle, j'ai pris son disque, et que là, c'est un tout petit... Le personnage de Tatiana, j'ai dit, sur les photos en noir et blanc, je voudrais qu'elle soit habillée un peu comme Maria Yudina, avec une robe noire, un petit col blanc. Et c'était comme, tu vois, cette chaîne que moi j'appelle la République souterraine. Vous savez, des gens qui résistent, qui portent toujours l'humanité à son plus haut degré de dignité. C'est la République qui résiste, mais c'est aussi une figure d'artiste qui résiste, donc du coup c'est aussi un contrepoint de la figure du peintre. Oui. Et il y en a un autre dans le film, qui est lui aussi un artiste qui résiste en contrebande, qui est Shostakovich, très présent dans la bande musicale. Très. Pourquoi lui? Et parce que je pense que j'avais beaucoup lu de choses sur eux. Et lui aussi, dès le début, il a été inquiété, parce que quand il a écrit cet opéra de Lady Macbeth from the Minx, où Staline a décrété que c'était du bruit ou du vacarme, donc il n'était pas dans la ligne du parti qu'il fallait faire un art pour le peuple, pour l'éduquer. Donc on racontait qu'il a continué à composer, mais avec des grandes peurs. Il vivait toujours avec sa valise prête pour si jamais on l'emportait. Et puis il a résisté. Et il a codifié ses œuvres. Il avait l'air de faire des œuvres complètement comme ça, mais maintenant on les décrypte. Et je me souviens que quand j'ai travaillé sur ce film, à l'écriture, j'ai toujours écouté Shostakovich, notamment ce quatuor. Et après, tout d'un coup, quand le film a été fini, la veuve de Shostakovich a écrit une lettre en disant « Je ne veux pas que le nom de mon mari soit associé à Staline. Donc je ne veux pas qu'il y ait cette musique. » Alors moi, j'ai écrit une lettre en lui disant que non, justement, qu'en filigrane, cette musique, c'était pour montrer la résistance. Et j'ai parlé de Mandelstam, et elle m'a répondu, et elle a dit « Ah, Mandelstam, c'est mon poète préféré. Alors, vous pouvez prendre Shostakovich. » Et c'est pour ça que dans les remerciements à la fin, c'était magnifique, parce que je pense que je comprends qu'on n'ait pas envie que son mari, qui a cette œuvre gigantesque, et c'est ça que j'admire en lui, c'est qu'il est survécu, tout en restant intègre. Allez, on en prend encore une ou deux. On vient de faire une brève allusion à ce personnage de la traîtresse. On pourrait en parler un peu plus, vous entendez Oui. parler un peu plus? Oui. Ce personnage, il n'était pas dans le livre. Je l'ai inventé. Et j'ai voulu inventer, justement, un des personnages qui, bon, fait partie du KGB, NKVD à l'époque, mais pas parce que c'est un monstre, pas parce qu'elle est méchante. Elle participe de ce système. Donc, elle brûle l'épice parce qu'elle se présente comme une femme de chambre, mais elle a une vulnérabilité. C'est qu'à un moment donné, elle porte une petite croix. Et que ça, à l'époque, c'est strictement interdit d'avoir une appartenance religieuse. Et qu'après, quand c'est elle qui vient arrêter, il s'est créé quand même un petit rapport entre, on va dire, le bourreau et la victime. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai filmé sur Luna Truffaut, ce regard, elle n'est pas contente de l'arrêter. C'est son travail. Elle fait partie de ça.
C'est pas, vous savez, comme on pourrait montrer les gens contents, pervers, qui humilient. C'est plus... Et elle-même va devenir la nouvelle lectrice. Et elle sait que tôt ou tard, elle sera elle aussi éliminée. C'est pour ça que dans la voiture, elle est très timide et pas arrogante. Elle n'a aucune joie d'être là. Et que pour moi, justement, quand elle jetait sa croix, c'était très important parce que quand Staline dit tout le monde ment à Staline, ouais, même cette femme du KGB, elle ment. Comment s'appelle le personnage du livre qu'elle lui lit? C'est le sultan Zaltan, c'est le comte du tsar Zaltan. Zaltan, anagramme de Staline, enfin forme d'anagramme. Oui, et puis vous voyez... Mais il existe vraiment ou pas? Oui, oui. Et le livre parce que je l'ai trouvé chez un libraire, et je sais que c'est mon livre que j'ai apporté, parce que je voulais absolument qu'on... C'était une édition, vous voyez, des années 20, 30, française. Hein. Et je sais que moi j'adore Pouchkine, et que cette dernière phrase, elle est très très ambiguë. Quand Staline dit « quand on est heureux, on ne peut pas être méchant ». Donc je voulais rester sur un truc, en dire « qu'est-ce qu'il a dit ?» Mais exprès, mais qu'il le fait avec ce sourire de Félix le chat. Bonsoir. Bonsoir. Une question, peut-être pouvez-vous commenter juste la dernière scène avec le petit chien? Bon, moi j'ai un défaut, j'aime beaucoup les métaphores. Et j'avais envie de clore cette histoire. Et l'histoire aurait pu se finir quand les grilles se referment. Il était une fois. Et tandis que moi j'avais... Pourquoi ce petit chien? C'était comme si c'était nous. Et qu'à la fin, moi ce petit chien, petit bâtard comme ça, tout fragile, et devant la meute, et qui, à la dernière minute, il peut dire sans moi. C'était ma façon de dire, s'il y a une petite résistance, eh ben, elle est dans ce petit chien blanc qui part après dans la forêt, mais il est sauvé pour moi. Parce que tous les molosses s'écrasent contre eux. Et je sais que je l'ai raconté, mais qu'on m'avait dit non, tourner avec les chiens, ça prend du temps, on n'a pas le temps, c'est compliqué. Et que mon assistante m'avait dit, voilà, j'ai 2 photos. J'ai une photo d'un chien pas très beau, mais très intelligent, et d'un autre très beau, mais très bête. Alors j'ai dit, moi je prends l'intelligent. Et alors on a des gardes avec des chiens, vous savez, des bergers allemands, et que la voiture est passée, le petit chien est passé, les grilles se sont fermées à ça de son derrière. Première prise, elle était bonne, dans la machine, et voilà. Donc on a tous fêté ce petit chien qui avait été bravo. On va prendre une toute dernière question quand même. Au passage, moi, je suis désolé, c'est purement fantasmatique. J'y ai vu un clin d'œil à notre rencontre, parce qu'on s'était vu à l'exposition Jacques Tati à la Cinémathèque française la première fois, et que dans Mon oncle de Tati, le film s'ouvre sur des chiens qui vont vers des grilles, qui n'osent pas rentrer, sauf un qui ose se faufiler, et que par ailleurs, cette figure de résistance par le chien dans Mon oncle, c'est aussi 2 chiens qui se baladent dans la rue, qui voient devant eux 2 flics, et qui tout à coup font demi-tour, parce que quand même... Allez, on prend la dernière question. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai pas compris, c'est cette histoire de piscine, je sais pas, ce truc bleu, au milieu du film, qui dure pas mal de temps. Ça parle de soufre, je crois. Oui. Parce que, vous savez, j'ai ambianté, mis dans, comme s'il y avait de l'eau soufrée. Et pendant que Staline va au cinéma, elle, Lydia, fait des brasses dans la piscine. On ne pouvait pas se baigner parce qu'il était très très froid. Donc j'ai fait comme si elle avait fini de faire ses longueurs. Et que c'est pour ça qu'il y avait cette vapeur qui montait, qu'ils se parlaient autour de la piscine. Et surtout, ce dont j'avais besoin, c'est qu'ils puissent se refléter dans l'eau. Parce que c'était là où Danilov confessait son secret, en parlant du reflet, qui avait été l'idée de sa fiancée Tatiana, de faire ce monument dans les lieux publics pour que les gens voient ce qu'ils sont devenus. Donc j'avais besoin d'un moment où ils étaient sur une surface réfléchissante, donc l'eau,
et qui pouvaient se parler tous les deux sans que personne les écoute, ce qu'ils croyaient, alors que tout était enregistré. Encore un miroir. Exactement, encore un miroir. Merci beaucoup, Fanny Ardant.